Bonjour à tous, ça va, tout le monde m'entend, je hurle pas trop dans le micro? Non, ça va apparemment, c'est super parce que j'ai un peu de peine avec les micros, même si, comme on vient de le dire, je fais de la radio, mais avant tout, je suis responsable de la Food Experience, donc à l'Alimentarium, c'est-à-dire que je m'occupe de tout ce qui est atelier de cuisine et tout ce qui est restaurant. Vous savez qu'on a un restaurant à l'Alimentarium et c'est c'est là-dessus que je vais axer mon débat aujourd'hui, je vais essayer de vous donner un peu mon côté gestion des déchets, économie, gaspillage au niveau des professionnels, parce qu'on parle beaucoup, on culpabilise beaucoup le consommateur au niveau des déchets alimentaires. C'est vrai, il y a du boulot, mais je peux vous dire qu'au niveau des mondes de professionnels, c'est encore plus conséquent. Donc je vais revenir là-dessus. Vous avez vu que je suis un peu ému, hein, mais c'est normal, c'est le début. Vous allez voir qu'après, je vais me chauffer, je suis un peu au diesel. Et puis, je fais l'émission Billes en tête. D'ailleurs, on vient d'enregistrer maintenant, comme il a été dit juste avant, et ces émissions vont passer du 16 au 20. Je vous dis ça parce qu'il y a d'autres personnages qu'on a interviewés aujourd'hui et que vous ne verrez pas, là, cet après-midi sur la scène, donc autant en profiter jusqu'au bout. Voilà. Et puis, je m'occupe de Lausanne à table aussi, puisque je suis responsable de l'association. Et puis, je fais encore plein de trucs dont je vais vous parler tout maintenant, mais ça va venir au fur et à mesure de la conversation. Alors si vous êtes prêts, en avant, c'est parti, et je vais vous expliquer moi ce qui m'est arrivé au niveau professionnel il y a quelques temps en arrière. Donc moi j'ai 35 ans de métier, hein, je suis cuisinier professionnel, j'ai fait tous les diplômes possibles et inimaginables, vous imaginez bien. J'ai été 26 ans professeur de cuisine à l'école hôtelière de Lausanne. J'ai fait des bonnes maisons. J'ai eu la chance aussi de travailler dans pas mal de pays à travers le monde. J'ai même travaillé au Japon, Madagascar, Cambodge, Népal, Liban, enfin, dans pas mal d'endroits. Et puis, j'étais un peu, je me suis rendu compte ces derniers temps que, en fait, j'étais un bon petit soldat. C'est-à-dire que pendant ces 35 années, j'ai fait exactement ce qu'on m'avait enseigné. C'est-à-dire qu'à force de faire toutes ces formations, on m'a appris des choses magnifiques, on m'a appris des choses incroyables, comme quoi il fallait rationaliser, il fallait économiser. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais dans la restauration, on gagne très peu d'argent, malgré les prix qu'on vous propose. Mais on a des petits coefficients. Je crois que dans le restaurant, si on achète un produit 1 franc, on le revend 1 franc 70 ou 1 franc 90. 1 franc 70 ou 1 franc 90. Donc voilà, pour dire qu'on gagne très peu d'argent par rapport à ça, même si les prix paraissent exorbitants parce qu'on a beaucoup de charges. Donc il faut rationaliser, donc il faut centraliser, donc il faut industrialiser. Et ça a été comme ça pendant 35 ans. Et puis il y a 1 année et demie, il s'est passé une sorte de petite révolution silencieuse dans mon monde professionnel, dans mon expérience professionnelle, c'est que j'ai quitté l'école hôtelière de Lausanne et je suis venu à l'Alimentarium de Vevey. L'Alimentarium de Vevey, de la fondation Nestlé, donc on pourrait dire quelque part de la maison Nestlé. Donc vous imaginez que pour moi, ça a été une petite révolution, surtout que quand je suis arrivé à l'Alimentarium de Vevey, j'ai traversé un jardin fantastique qui a été mis en place par un monsieur qui s'appelle Émile, qui est notre jardinier. Et là, il s'est passé, je ne sais pas si ça vous arrivera ou si ça vous est arrivé un jour dans votre vie, mais il s'est passé quelque chose à l'intérieur de moi où je me suis rendu compte qu'il y avait des produits merveilleux autour de moi. Et il y avait surtout à Vevey, alors je ne sais pas s'ils sont dans la salle aujourd'hui, mais il y avait un artisanat absolument extraordinaire. Et puis j'étais voir ces gens. Un artisanat, je veux parler d'un boucher, je veux parler d'une maraîchère, je veux parler d'un fromager, je veux parler d'un boulanger. De tous ces gens-là, j'étais les voir parce que voilà, c'est un peu comme ça, on fait des relations publiques. Et je me suis rendu compte d'un truc énorme, c'est que ces gens-là pratiquaient des prix qui étaient parfois moins chers au kilo que ceux que j'avais achetés pendant 35 ans. Vous savez, quand j'étais un gentil petit mouton qu'on avait bien dressé. C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'en fait, on m'avait raconté des blagues. Pendant 35 ans, on m'a dit, il faut que tu achètes en grosse quantité parce que tu vas payer tes produits moins chers. Mais ce que je ne savais pas et ce que je n'avais pas réalisé, c'est que les produits que j'achetais étaient des produits qui venaient d'une centrale de distribution, qui venaient de l'industrie. Donc ça veut dire que ces produits avaient vécu une étape supplémentaire parce que ce n'est pas eux qui les avaient produits. Ils avaient été produits par un artisan, par un producteur, pardon. Mais ce producteur avait déjà eu un grossiste avant. Donc en fait, tous les produits que j'ai utilisés pendant ces 35 années avaient passé 3-4 étapes comme ça au niveau de cette marche en avant, comme on appelle au niveau de la vente, et qui faisait qu'en fait, j'avais bien souvent, on ne s'en rend pas compte parce que c'est très bien organisé, mais tous ces produits étaient en fin de vie. Et je ne comprenais pas pourquoi, quand je commandais, je vais prendre l'exemple de la tomate, hein, c'est un produit que j'aime bien parce que c'est un produit qui est fragile, je ne comprenais pas pourquoi mes tomates, quand je les commandais, 2 jours après, elles étaient toutes fanées. Ça me paraissait complètement étrange. Mais à l'époque, pas trop. Mais quand j'ai commencé à travailler à l'Alimentarium de Vevey, on a commencé à travailler avec des petites quantités.
Et là, je me suis dit, mais ça sert à quoi de commander dans l'industrie agroalimentaire si j'ai des petites quantités? J'ai été voir les prix, j'ai vu que les prix étaient moins chers. Et surtout, après quelques temps, je me suis rendu compte que ces produits que j'avais achetés au même prix que dans la grande distribution, eh ben, ils restaient plus longtemps en vie, plus longtemps de bonne qualité. Ça a été la première révélation que j'ai eue. Et puis, donc finalement, je gagnais de l'argent, puisque mes produits, j'arrivais à les conserver beaucoup plus longtemps. Et puis après, il y a une autre chose qui s'est passée, c'est que toujours pour une question d'argent, parce que malheureusement c'est ça qui fait marcher le monde, en tout cas dans mon domaine à moi qui est la cuisine professionnelle, je me suis rendu compte que j'avais jamais remarqué ça, c'est qu'à l'époque, si j'avais besoin de 3,2 kg de tomates, pour rester dans la tomate, eh ben, je commandais 3,2 kg de tomates à mon responsable d'achat. Ça fait très bien ça dans une boîte d'avoir un responsable d'achat. Bon, un responsable d'achat, j'espère qu'il n'y en a pas dans la salle aujourd'hui, j'ai beaucoup de respect pour eux, mais ce sont des gens qui centralisent tous les achats de plein de restaurants qui travaillent pour une même entreprise et ils essayent d'avoir des meilleurs prix. Je n'ai pas compris puisque c'était des prix que j'avais plus chers que chez mon petit artisan du quartier. Mais en plus de ça, si j'avais besoin de mes 3 kg de tomates, je ne recevais jamais 3 kg de tomates. Je recevais une caisse de 5 kg. Donc je faisais quoi avec ces 1,8 kg qui me restait? Eh ben, je l'ai laissé au réfrigérateur. Donc un réfrigérateur, alors là je vais devenir un peu extrémiste au niveau de la gestion des marchandises, mais un réfrigérateur c'est un appareil qu'on achète, qui coûte horriblement cher. C'est un appareil qui consomme de l'électricité. C'est un appareil qu'il faut entretenir. Donc il faut faire un contrat d'entretien avec une entreprise qui vient tous les mois. Tout ça c'est pas gratuit. Et finalement, ces produits que j'achetais dans l'industrie agroalimentaire, un, je les payais un peu plus cher. Deux, ils se conservaient moins longtemps parce qu'ils étaient déjà en fin de vie, puisqu'ils avaient déjà 2 ou 3 jours de plus qu'un produit que j'achète chez l'artisan. Et 3, je les utilisais pas. Donc je faisais quoi avec? Dans le meilleur des cas, je faisais une soupe ou un gazpacho, ce genre de choses. Mais dans le pire des cas, je jetais. Et ça, on paye maintenant les déchets. Alors je vous parle de ça, mais maintenant je voudrais parler peut-être du monde privé, celui dans lequel vous vivez, où on va acheter ces légumes. Certes, on va les acheter, c'est compliqué parce qu'il faut aller chez le primeur, mais il y a aussi la viande. Et là, dans la viande, je me suis rendu compte aussi d'un truc, c'est que quand on achète, prenons l'exemple du poulet par exemple, je ne sais pas si vous avez acheté, vous savez ce poulet qui est lifté, qui est comme ça sous un papier cellophane. Eh bien, ce poulet, quand vous l'achetez, je vous invite à le peser. Je ne sais pas si vous avez vu, mais dans les grandes surfaces, ils ont mis des balances partout. Il y a des balances partout, parce qu'il faut tout peser maintenant. On colle soi-même son étiquette et tout. Donc, vous ne vous gênez pas, c'est gratuit, l'utilisation des balances. Eh bien, pesez-le, votre poulet, et vous verrez que dans le poids que vous payez le poids de la barquette aussi. Je ne sais pas ce que vous faites avec cette barquette, mais moi, je ne la mange pas, la barquette. Donc, ça veut dire qu'en fait, vous avez acheté une barquette en Sagex au prix de la viande, alors que vous n'allez pas l'acheter, vous n'allez pas la manger, je veux dire. C'est comme si vous preniez un morceau de votre cuisse de poulet, et quand vous achetez un poulet, et vous la jetiez à la poubelle. C'est exactement la même chose en termes de coût. En plus de ça, cette barquette que vous avez jetée à la poubelle, je pense que Béa va vous en parler certainement après, mais vous payez vos déchets, puisque vous savez que maintenant, on paye tout. Et après, à l'arrivée, ce que je me suis aussi rendu compte, c'est qu'une fois que mon poulet était cuit, vous le pesez après, quand il sort du four, et vous allez voir que pour un poulet qui fait, allez, on va dire 1,4 kg, vous allez perdre entre 50 à 80 grammes de vide, d'eau. C'est-à-dire quand vous ouvrez votre four, vous cuisez rôtir ou cuisson au four, c'est-à-dire c'est une cuisson sèche, et bien quand vous ouvrez le four, il y a de la vapeur qui sort. Moi je me suis dit, tiens, mon four ne fonctionne pas, il me balance de la vapeur avec le poulet. Non, pas du tout. Ce qui sort, c'est de la viande, c'est de la vapeur de viande en fait. C'est-à-dire que cette vapeur, vous ne la récupérez pas avec un filet, vous n'essayez pas de faire une sorte de condensation pour récupérer cette vapeur de viande, mais cette vapeur, c'est de l'eau de viande qui s'évapore, que vous avez payé exactement au prix de la viande. C'est comme quand vous achetez une entrecôte, je ne sais pas si vous avez déjà acheté une entrecôte dans un supermarché, vous l'achetez dans une barquette aussi. À nouveau, même système, je ne vous le refais pas, parce que vous allez croire que j'en veux à la grande distribution, mais pesez votre barquette, vous allez voir que pesez votre barquette avec la viande, vous verrez que vous payez souvent la barquette au prix de la viande. Et en plus, sous la viande, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un petit Kleenex. Comme s'ils avaient peur que le client il s'enrhume ou voilà. En fait, pourquoi ils mettent une petite barquette comme ça? J'ai mis longtemps à comprendre. Je me suis dit, mais pourquoi ils mettent un Kleenex là-dessous? C'est tout simplement parce que la viande, si vous voulez, c'est une structure. Allez, je vais vous faire un peu de science pour vous étaler mon savoir, mais c'est comme une grosse éponge en glycogène gorgée d'exudat. L'exudat, c'est un mélange d'eau et de sang naturellement contenu dans la viande. C'est normal, tout ça, c'est normal. Quand vous coupez de la viande, il y a cet exudat qui sort, c'est-à-dire que la viande se met, comme on dit vulgairement en cuisine, se met à pisser, c'est-à-dire qu'elle sort un peu.
Donc, c'est pas très glamour. Vous imaginez si vous achetez votre barquette et puis elle est en train d'apprendre à nager dans cette eau naturelle, ce jus naturel de viande. Alors, c'est pour ça qu'on met un Kleenex. Jusque-là, ça va. Mais ce Kleenex, vous l'avez acheté au prix de la viande. Quand vous sortez ce Kleenex de votre barquette, je connais très peu de gens qui prennent le Kleenex, qui le pressent au-dessus d'un verre et qui boivent le liquide. Enfin, je sais pas, moi, j'ai jamais osé faire ça dans mon restaurant. Mais ce jus-là, vous l'avez payé au prix de la viande. Et la finalité de l'histoire, parce qu'on est quand même tous des épicuriens, la viande, elle va être sèche au sortir du four, puisqu'il n'y a plus ce jus naturellement contenu dans la viande. Alors maintenant, je vous invite à faire l'expérience d'aller chez un artisan boucher. On a beaucoup de chance parce qu'à Vevey, on en a plein d'excellents. Je ne vais pas leur faire de la pub, hein, mais on en a des très très bons. Vous achetez une viande, comme ça, une entrecôte, il ne va jamais vous la servir dans une barquette, lui. Hein. Il va vous la mettre dans un papier. Au pire, vous allez payer le poids du papier au prix de la viande, et puis ça va s'arrêter là. Et ce papier, en plus, vous pouvez le mettre dans les déchets papier. Excusez-moi B1, hein, mais on a aussi des déchets. Mais on ne le paye pas, le papier, parce que c'est brûlé, c'est recyclé, je ne sais pas ce qu'ils en font. Enfin voilà, tout ça pour dire qu'il y a toute une philosophie autour de ça. Et quand je suis arrivé à l'alimentarium, c'est un peu ça, cette sorte de révolution dont on parlait juste avant, dont je vous parlais juste avant, où je vous disais, il s'est passé quelque chose à l'intérieur de moi. C'est que je me suis rendu compte qu'en fait, on m'avait berné pendant 35 ans. 35 ans, on m'a raconté que des blagues. En plus de ça, mes artisans avec qui je travaille maintenant, ce sont des gens qui ont un visage en face d'eux. Je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question, quand vous mangez, par rapport à notre propre histoire, par rapport à notre propre ressenti. On nous parle souvent en gastronomie des 5 sens. Même nous, à l'alimentarium, auprès des enfants, des adultes, parce qu'on donne beaucoup de cours pour les enfants. La pub est faite comme ça. Et donc, on nous parle beaucoup des 5 sens, hein, vous savez, le toucher, l'ouïe, la vue, etc., etc. Mais il n'y en a pas 5 de sens, il y en a 6 de sens. Je peux vous dire, je travaille là-dessus énormément et il y a vraiment un 6e sens. Et puis ça, de plus en plus, je vais vous en parler à l'occasion quand on se verra. C'est quoi ce 6e sens? Eh bien, c'est tout simplement ma grand-mère. Je ne vous ai pas parlé de ma grand-mère. Ma grand-mère faisait la meilleure ratatouille du monde. Je vous jure, c'était extraordinaire. Quand ma grand-mère faisait une ratatouille, mais on se serait relevé la nuit. Et pourtant, vous auriez tous goûté la ratatouille de ma grand-mère, vous auriez dit, franchement, la ratatouille de sa grand-mère, elle ne casse pas la baraque. Hein. Pourquoi moi je la trouvais la meilleure du monde? Parce que la ratatouille de ma grand-mère, elle me renvoyait à une histoire, elle me renvoyait à une famille, elle me renvoyait à une émotion. Et je suis sûr que maintenant, je suis en train de vous parler de ça, et tous à l'intérieur de vous-même, vous vous dites, vous avez déjà décroché et vous êtes en train de vous souvenir de la ratatouille de votre grand-mère, qui était peut-être une tarte à la crème, qui était peut-être une vulgaire tarte aux pommes, qui était une crème à la vanille, j'en sais rien. Mais tout ça pour dire quoi? Je n'étais pas là pour vous parler de ma grand-mère, ni de sa ratatouille, parce que c'est un exemple peut-être fictif. Ce qui est important, c'est de se dire que maintenant, quand je vais acheter ma viande chez mon boucher, ma viande, c'est la meilleure du monde. Et pas parce que mon boucher a la meilleure viande du monde, c'est simplement parce que quand je vais chez mon boucher, il me raconte une histoire autour de ça. Il va me conseiller des plats avec ça. Il va me raconter comment je pourrais la faire. Il va m'expliquer toute l'histoire, toute la genèse. Et quand je vais cuisiner sa viande, je vais pouvoir me raconter une histoire. Et ça, c'est très, très important. Et je pense qu'à l'heure actuelle, on est en train de vivre une révolution culinaire où on est en train de se poser toutes ces questions. C'est-à-dire le 6e sens et puis aussi cette gestion des déchets. Comment je vois ma cuisine? Comment j'ai envie de m'alimenter dans le futur? Un dernier exemple encore, c'est tout ce qui touchait par exemple aux fruits et légumes. Je vous en ai parlé avec ces tomates. Mais la nette ou pire, la ciboulette. On a tous utilisé de la ciboulette dans notre cuisine. Et quand on veut utiliser de la ciboulette, il faut l'acheter. Et je ne sais pas si vous avez vu, quand vous achetez votre ciboulette, dans le commerce, ils vous la vendent dans des petites barquettes en plastique transparent, là, assez dur. Et ils vous vendent un bon bouquet de ciboulette. Hein. Est-ce que vous avez déjà utilisé toute cette ciboulette en une fois? Jamais. Moi non plus, parce que nous, dans la cuisine, on nous sert carrément une botte de ciboulette. On pourrait nourrir un cheval avec. Hein. Jamais personne parmi vous, même moi, personne dans le supermarché n'a osé ouvrir cette barquette de ciboulette et dire à la vendeuse « Excusez-moi, madame, vous m'en mettrez que 2 brins, s'il vous plaît. » Parce qu'on n'utilise toujours que 2 brins. Et ça a été une révolution pour moi parce que quand je suis arrivé à l'alimentarium, je me suis retrouvé face à un jardin, mais pas n'importe quel jardin, hein, la ratatouille de ma grand-mère. C'était le jardin d'Émile. Et j'allais chercher 2 brins de ciboulette. Et je peux vous assurer, avec mes 35 ans de métier, avec la sagesse que je commence à avoir maintenant, même si j'en ai pas trop, mais j'ai quand même 51 balais maintenant, eh ben, je réfléchis énormément à ce genre de choses. Et maintenant, je dis merci au jardin quand je me sers. J'ai presque honte de vous le dire.
Mais c'est-à-dire que maintenant, je prends mon ciseau, ma paire de ciseaux, et je coupe 2 brins de ciboulette. Et des fois, j'en coupe 4-5, et je me fais la réflexion de me dire, mais t'es vraiment con, Ligron, tu vois pas ce que t'as pris, tu vas jamais les utiliser. Parce que j'ai encore toujours cette tendance, on n'oublie pas ces vieilles habitudes de 35 ans en juste 18 mois. Voilà ce qui s'est passé à l'intérieur de moi. C'est toute cette révolution que je voulais vous présenter, que je voulais vous parler, en fait, vous dire, voilà ce qui se passe. Et je pense qu'au niveau cuisine, on ne gagne pas d'argent. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'on ne gagne pas d'argent à aller se servir dans ces grandes surfaces parce que vous achetez des produits, je vous le répète, qui sont en fin de vie, qui sont suremballés et surtout qui n'ont pas d'âme, qui n'ont pas d'histoire. Et ces produits, ils ne vivent pas. Donc retournez chez vos producteurs, retournez chez ces gens qui vont vous vendre des produits qui ont du goût en plus. Parce qu'on le sait. En plus, là, je vais peut-être devenir extrémiste, mais puisqu'on parle de coût, allons au bout des choses. Alors là, je deviens extrémiste, hein, vous ne m'en voudrez pas. Mais quand on achète des produits qui sont de bonne qualité, on digère bien, on a de l'appétit. Vous savez qu'on dit qu'on commence à digérer avec les yeux, c'est vrai, puisque quand on a de l'appétit, quand on a envie de manger, on salive. On n'a jamais salivé pour quelque chose qui n'était pas appétissant. Donc on salive. Mais quand on salive, dans la salive, il y a de l'amylase qui nous permet de digérer, enfin, faire une prédigestion déjà dans l'œsophage. Donc ça commence très très tôt la digestion. Donc ça veut dire que si on digère mieux, eh ben, on est moins malade. Si on est moins malade, qui nous dit qu'on prendra moins de médicaments ? Et tiens, puisqu'on parle d'histoire, puisque vous savez que je suis un passionné d'histoire, on a l'impression de tout inventer. Vous savez, maintenant, il y a beaucoup de scientifiques qui nous disent « Ouais, on a trouvé un truc qui est génial, mais vraiment, on a eu l'invention du siècle. » Il y a les alicaments. On vous a parlé de ça, les alicaments, les médicaliments, hein. On se soigne par son alimentation. Mais vraiment, c'est la découverte du siècle, quoi. Il y a même la nana à la télé, vous l'avez vu, elle a une grosse flèche sur le ventre, elle mange un LC1 actif, alors elle va vivre plus longtemps, hein. C'est juste que ce yogourt, il fait le double d'un yogourt normal. Mais vous savez qu'un yogourt normal qui a été ensemencé naturellement, il a été ensemencé par du Lactobacillus acidophilus, c'est une vulgaire bactérie, mais c'est pas très sexy. Vous imaginez, vous dites à la télé, mangez du Lactobacillus acidophilus, vous n'allez pas les vendre, hein. LC1, c'est quand même mieux. En plus, la nana, elle est bien gaulée, hein, donc il n'y a pas de problème, hein. Mais on vous le vend le double du prix. Mais sans le vulgaire yogourt nature qu'on ne vous vend pas, il y a suffisamment de substances nutritives et de nutriments pour qu'on ne puisse pas tout assimiler. Alors on nous parle de ces alicaments, ces médicaliments. C'est vrai qu'il y a des choses intéressantes, mais on n'a rien inventé. Vous savez qu'en l'an 800 après Jésus-Christ, il y avait un monsieur assez connu qui s'appelait Charlemagne. Et Charlemagne avait compris qu'il pouvait être l'empereur de tout ce qu'il voulait. S'il n'avait pas un peuple qui vivait en bonne santé, il serait l'empereur de rien du tout. Alors il avait édité un capitulaire qui s'appelle le capitulaire de Vilis, où dans ce capitulaire de Vilis, donc c'est ce que c'est qu'un capitulaire, c'est un texte de, comment dirais-je, une sorte de mini-bible en fait, hein, un mini lexique. Donc il a fait référencer plus de 80 végétaux différents, c'est-à-dire des herbes aromatiques, des légumes et des fruits. Et pour chacun de ces végétaux, il y a toutes les propriétés aromatiques, donc culinaires, mais surtout les propriétés médicinales. Et moi qui suis un passionné d'histoire de la gastronomie, je peux vous dire qu'à chaque fois que je travaille dans des vieux livres, eh ben, on trouve énormément d'informations là-dessus. J'ai même travaillé sur un vieux manuscrit de 1751. 80% du manuscrit, ce sont des recettes médicinales. Donc en fait, on n'a rien inventé. Donc ce que je veux vous dire par là, certes, évitons le gaspillage en termes de déchets, mais surtout pensons à notre propre santé, parce que si on pense à notre propre santé, eh ben, on vivra mieux. Et si on vivra mieux, eh ben, on consommera moins, on consommera beaucoup plus intelligemment. Voilà, je ne sais pas où j'en suis au niveau du timing. Oui, mais c'est bon, 5 minutes. Alors moi, je suis bon, pour moi en tout cas. Ça va pour vous? Alors c'est super. Merci de votre attention. Si jamais, je vais trop vite dans la besogne, on vous a préparé une soupe après. C'est moi qui l'ai faite, j'espère qu'elle va vous plaire, hein. Ça aussi, c'est pareil. C'est que cette soupe que je vous ai préparée, c'est une soupe avec des légumes du jardin. J'ai triché un peu, honnêtement, hein, parce que déjà, les pétales de fleurs que j'ai, c'est pas des pétales de fleurs du jardin, parce qu'on arrive au bout maintenant. Mais il y a quelques légumes du jardin. Il y avait quelques légumes que j'avais dans le frigo. Donc, en fait, je vous ai fait une soupe fousitou, mais vous verrez qu'elle est très, très bonne. Et puis, sur cette soupe, vous allez voir qu'il y a une sorte comme de crumble dessus. Et en fait, ce crumble, c'est quoi? C'est ce qu'on a tous chez nous. Vous savez, quand on achète du pain, on ne se rend pas compte, mais le pain, on le conserve très très mal. Vous savez que le pain, c'est une catastrophe à conserver. Je ne sais pas si vous avez déjà acheté ce merveilleux pain bien croustillant dans les stations-service, vous savez, celui qui est... Hein?
Puis quand on arrive à la maison, il est déjà presque dur. Et le lendemain, pour en faire un manche de pioche, hein, pour assommer quelqu'un avec. Hein. Ne le jetez pas, ça. Ça, vous le râpez. Vous en faites de la chapelure, ce qu'on appelle. Cette chapelure, vous mettez un peu d'échalote ciselée dedans, une pointe d'ail hachée. Vous mettez de l'huile. Moi, j'ai mis de l'huile de noix parce que j'adore l'huile d'olive, parce que c'est toute ma région d'enfance, vous l'entendez à mon accent. Mais je trouve qu'ici, on a des huiles qui sont extraordinaires. Utilisez une bonne huile de noix, ça va commencer à être la période bientôt. Vous mélangez ça et vous faites rôtir ça à 220 degrés jusqu'à ce que ça devienne brun. Vous remuez ça et vous laissez comme ça à l'air libre jusqu'à ce que ça sèche. Et vous verrez que ça donnera un croustillant sur votre potage, sur votre soupe. Pourquoi même sur vos pommes de terre, voire même sur des tomates que vous faites au four. Et une fois que vous avez fait ça, eh ben, j'ai pris quelques pluches d'aneth. Ouais, j'avais de l'aneth qui montait, qui était encore un petit peu en fleurs. J'ai mis ça pour faire de la décoration. Voilà, je crois que ceci, c'est tout bon maintenant. Merci bien de votre attention. Merci. À tout à l'heure. Merci beaucoup Philippe. Sans plus attendre, Béa Johnson. Merci, merci. Bonjour à tous, bonjour à Suisse. Mais qu'est-ce qui fait beau chez vous? Il fait toujours aussi beau? J'ai dû enlever mes collants. On m'a dit, attention, tu vas en Suisse, il va faire froid. Mais non, c'est magnifique. Ben, merci en tout cas d'être ici aujourd'hui par ce magnifique beau temps. Je parle beaucoup de mon mode de vie zéro déchet à travers le monde, mais c'est très rare en fait qu'on me pose des questions sur le système que l'on a mis en place chez nous pour réduire nos déchets, c'est-à-dire le gaspillage alimentaire. Donc notre mode de vie zéro déchet est basé, on a pu réduire nos déchets donc en un bocal de déchets par an. En fait, je l'ai là, alors pourquoi pas le sortir? Le voici. Mais par contre, donc pour arriver donc à cette réduction des déchets, on applique, comme on l'a dit tout à l'heure, 5 règles dans l'ordre, donc qui est de refuser, de réduire, réutiliser, recycler, composter. Donc le mode de vie zéro déchet n'incite pas à recycler plus ou à composter plus, il incite à recycler moins et composter moins grâce à la prévention des déchets avant tout. Et justement, on est venu à se rendre compte qu'après tout, lorsque l'on jette ou même que lorsque l'on composte, c'est une façon de jeter son argent. Vous achetez un légume, si vous ne l'utilisez pas et que vous le mettez dans le compost, peut-être que vous dites « ah, je suis forte », mais d'une façon, c'est vous jetez votre argent donc, dans le compost. Et donc pour nous, en fait, on a pu mettre en place un système anti-gaspi, tout simplement en appliquant ces 5 règles à la nourriture à la maison. Et donc ces 5 règles se traduisent en 3 différentes façons donc, pour nous d'éliminer le gaspillage alimentaire. Donc on fait la prévention avant tout. Ensuite, il y a une portion réinvention. Et si on ne peut pas réinventer, dans ce cas-là, en effet, on composte. Donc avant tout, c'est la prévention. Donc pour faire la prévention des déchets, on a d'abord facilité la cuisine. C'est-à-dire qu'on est passé par une phase de désencombrement. Et un jour, je suis donc venue à regarder mon éplucheur de légumes et à me demander, est-ce que j'ai vraiment besoin d'un éplucheur de légumes? Ma mère n'a pas d'éplucheur de légumes. Elle fait tout au petit couteau. Je me suis dit, probablement, je peux faire don aussi de mon éplucheur. Donc, j'en ai fait don, mais pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'en fait, ça a eu un énorme impact sur la quantité de déchets organiques à la maison. Lorsqu'on a un éplucheur, cela vous incite à éplucher tout un tas de trucs qui, en fait, n'ont pas besoin d'être épluchés. Donc, il y a tout un tas de choses que l'on n'épluche pas à la maison. On n'épluche plus d'aubergines, de pommes ou de navets ou de courgettes. Il y a en fait, tout simplement, on n'épluche que ce qui a besoin d'être épluché. Mais c'est grâce en fait au fait qu'on se soit désencombré que cela a facilité donc la cuisine à la maison. On a aussi établi des denrées de base. Avant, j'avais tout un tas de produits, seulement ils arrivaient à péremption avant que je puisse les utiliser.
Donc, par exemple, dans mon placard à liquide, auparavant, j'avais tout un tas de différentes sortes d'huile et de vinaigre. Je me suis rendu compte que pour mon type de cuisine, je n'ai besoin que d'une huile végétale, une huile d'olive, un vinaigre de cidre et un vinaigre de vin rouge. Ensuite, on a établi un menu hebdomadaire. Je décris tout ça dans le livre. Donc, à chaque jour de la semaine, on a, disons, un thème. Donc, j'ai plus à me poser des questions. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? En fait, j'achète tout simplement ce que j'aurais acheté au marché de producteurs ou ce qui m'a donné envie au magasin et je l'adapte au thème donc, de la journée. Ensuite aussi, on tient une liste de courses. Donc toute la famille y participe. Dès qu'on commence à tomber à court de quelque chose, on le marque sur la liste. Ce qui fait que quand on va faire nos courses, on n'a pas, disons, d'achats impulsifs qui ensuite vont se traduire en des déchets. On dit non aussi aux emballages, comme j'en parle beaucoup dans ma conférence habituelle. On s'est rendu compte justement que lorsque l'on vous vend des fruits et des légumes emballés, eh bien on vous vend un lot, donc ça vous force à acheter peut-être plus que ce dont vous avez besoin. Et justement aussi acheter plus que ce dont on a besoin, ou acheter en lot, ou acheter en grande quantité, eh bien cela va vous faire perdre le respect de l'aliment. C'est-à-dire que si vous achetez un énorme filet mignon, aux États-Unis, vous pouvez en acheter des gros comme ça. Si vous achetez cet énorme filet mignon, vous dites « Ah ben, il ne m'a pas coûté cher à l'unité ». Si vous en reste sur l'assiette, vous dites « Ah, c'est pas grave, je peux le jeter, ça ne m'a pas coûté cher ». Et c'est un petit peu le cas pour tout un tas de choses, que ce soit le shampoing ou dans ce cas-là, les fruits et légumes. Les acheter de cette façon-là, ça pousse à la consommation et en acheter plus que ce dont vous avez besoin. On achète aussi donc notre nourriture en vrac dans un magasin comme Bocoloco pour acheter justement tout simplement la quantité dont on a besoin. On favorise aussi bien sûr les produits locaux, la qualité au lieu de la quantité. Ça a été prouvé, si vous achetez des produits donc, qui ont l'air de coûter moins cher à l'unité, mais vous en achetez plus que ce dont vous avez besoin, ils vont peut-être aussi être de moins bonne qualité. Eh bien, en fin de compte, vous allez finir par donc, perdre ce respect de l'aliment. Donc, on favorise les produits locaux donc, et de qualité. Et si on a la possibilité d'acheter des produits qui sont moches, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas de qualité, ça peut être des produits bio, mais on favorise donc les produits qui sont moches puisqu'ils sont bien sûr moins préférés par les consommateurs, mais ils sont tout aussi bons. Aussi, on protège nos aliments. Donc, il est important donc, de savoir on garde nos aliments donc, dans des contenants qui sont hermétiques. On utilise des bocaux en verre pour acheter notre nourriture en vrac, mais aussi donc, pour stocker nos restes. Et justement, puisqu'on les stocke dans des contenants qui sont transparents, on voit exactement ce que l'on a. Et chez nous, on a un frigo à tiroir, donc ce qui nous donne une vue aérienne de ce qui nous est disponible. Si vous avez un frigo de type armoire, eh bien, dans ce cas-là, vous avez vos aliments moins préférés qui se poussent vers le fond de l'étagère, vos aliments préférés qui viennent vers le devant de l'étagère, et ceux du fond, ils se périment, il faut les jeter. Surtout si vous les stockez dans du papier d'alu ou du Tupperware, vous ne voyez pas l'aliment, et donc vous finirez par le jeter. Ce n'est pas notre cas. Aussi, comme je le recommande dans le livre, il est important de tout simplement de savoir ne pas trop stocker dans son garde-manger. C'est pour ça qu'on n'a qu'une seule rangée dans notre garde-manger. Je recommande de mettre peut-être une planche derrière votre première rangée pour pas que les aliments se poussent vers le fond de l'étagère, ensuite s'oublient et se périment. Aussi, donc, bien sûr, on garde au frais. Je dois dire que notre frigo est vraiment excellent parce qu'on n'a pas besoin de sacs en plastique pour stocker nos aliments. Alors, il y en a qui vont me dire « Oui, mais tu n'as pas besoin de mettre tes oignons dans le frigo. » En fait, un frigo qui est plein consomme moins qu'un frigo qui ne l'est pas.
Donc notre deuxième astuce, donc, c'est la réinvention. Donc lorsque l'on a fait un repas, et donc là il nous reste donc des restes, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, on peut l'emballer donc pour le déjeuner. Mes fils l'emballent dans un furoshiki, c'est une façon d'emballer dans un linge. Si j'ai fait trop de sauce tomate, je vais le mettre en conserve. Si on a du pain sec, je le coupe. En fait, on le garde dans un bocal dans le congèle. Donc là, on va le couper en cubes pour faire des croûtons. On va le râper pour faire de la chapelure. Ou alors j'en fais aussi du pudding. D'ailleurs, je vous recommande la recette de la panzanella, qui est donc c'est une salade de croûtons. Si on a des légumes à la vapeur qui restent, dans ce cas-là, il suffit de les mettre en purée pour en faire une soupe. S'il nous reste un trop ou un surplus de pâtes quelconque, aux États-Unis, on fait pas mal de pancakes. Donc là, on va faire un pancake salé pour le dîner. En effet, s'il nous reste des herbes aromatiques, je me suis rendu compte que si je le coupais, au lieu que si je le gardais entier, si je le coupais, ça m'incitait plus à l'utiliser. C'est parce que c'est plus facile d'accès, c'est déjà fait. Donc à ce moment-là, je vais le mettre sur un petit peu tout, la soupe, le croque-monsieur. Et parfois, donc aussi, on utilise les herbes ou le surplus d'herbes aromatiques pour aromatiser notre eau. Si on a de la salade assaisonnée, je l'adore le lendemain pour le déjeuner, donc j'en fais un sandwich. Pour certains, ça a l'air dégueulasse, mais moi, personnellement, j'adore. Je mets une petite couche de beurre là par-dessus, et puis la salade, ça me donne envie. Là. Si il nous reste des crudités ou du riz japonais qu'on aura utilisé pour faire un wok, dans ce cas-là, on en fait des sushis. Croyez-le ou non, mais ça nous arrive parfois d'acheter des chocolats comme celle-ci. C'était des amandes enrobées que personne ne mangeait à la maison. Alors là, j'y ai donné un coup de marteau et on les a mis dans les pancakes du dimanche matin. Comme ça, elles sont passées inaperçues. Tout le monde les a mangées. S'il nous reste, on achète de la bière donc en vrac, c'est-à-dire qu'on amène, c'est dans un grand contenant que l'on fait remplir à la brasserie. Mais c'est ce qu'on fait donc quand on a des soirées. Si il nous reste de la bière, dans ce cas-là, on va en faire un Welsh Rarebit. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Alors en fait, ce qui est super, c'est que ça utilise aussi du pain sec. Donc il faut mettre des morceaux de pain sec, on le fait tremper dans de la bière, et ensuite il faut faire des couches de fromage par-dessus, et on en fait un gratin. Justement, s'il nous reste du gratin, mais là c'est plutôt s'il nous reste des gratins de légumes, tout simplement j'y ajoute des œufs et un petit peu de lait et hop, on le met ça au four sur une pâte et ça fait une quiche. S'il nous reste bien du tout et de rien, dans ce cas-là, allez hop, je fais des piles. Ça fait joli d'ailleurs. Donc dans ce cas-là, on avait des restes il nous restait, c'est la troisième fois que je mentionne les pancakes, mais il nous restait de la pâte à pancakes. On avait des morceaux, des pommes de terre qui me restaient d'un autre mets que j'avais fabriqué. On avait donc un petit peu de fromage qui nous restait et j'avais fait une piperade. Donc là, j'ai tout simplement fait des couches et j'ai mis les herbes aromatiques par-dessus et hop, c'est parti. S'il reste du yaourt, tout simplement, vous pouvez le mettre dans un linge. Je ne dirais pas du yaourt à la vanille, hein, mais s'il vous reste donc du yaourt nature, il suffit de le mettre dans un linge ou dans un mouchoir en tissu. Vous le pendez sur l'évier et donc ensuite, il y a le liquide qui va en tomber et ça devient du fromage. Ça devient un fromage mou, à part si vous le laissez sécher. Vous pouvez même en faire un fromage comme un petit chèvre, en fait. Ouais, même le sandwich que je trouve au fond du sac à dos des gamins, je le réutilise. Je tue les bébêtes tout simplement en ouvrant le sandwich, en le mettant sous le grill du four. C'est pas mal comme ça, en fait, ça ne me dérange pas. Le fromage y fond, ça fait un croque-monsieur, quoi.
Bon, s'il nous reste des fruits, personnellement, on n'est pas très fan de compote. Vous pourrez bien sûr faire des compotes. On préfère faire de la confiture. Donc, je vais vite les faire pour la confiture et ensuite, enfin, ça en fait une conserve, quoi. Mais surtout, attention au surstockage. Alors, ma mère, elle a un garage rempli de bocaux. Elle en a de l'année 2000. Donc là, faites attention parce qu'il arrive à un point où personne n'aura envie de manger les bocaux de l'an 2000. Donc, il est plus important justement à réinventer avant de se retrouver avec un surstockage d'aliments qui, à la fin, finira par être aussi un déchet. Si vous en avez trop pour votre famille, alors dans ce cas-là, il y a aussi d'autres astuces. Donc, par exemple, on en fait des pique-niques avec des amis, si on a trop de restes. Ou alors, même, on a fait des apéros, pareil, avec tout un tas de restes, des trucs qui restaient, des fonds de frigo, en fait. Il suffit de faire des petites bouchées. Ou alors, s'il reste, vous avez trop d'herbes aromatiques, pourquoi ne pas les amener, enfin, faire un petit bouquet et l'amener lorsque vous êtes invité chez quelqu'un. Ou alors, tout simplement, vous pouvez en faire don, je ne sais pas si vous avez ça ici, c'est en fait pour les banques, enfin, un don aux banques alimentaires. Les banques alimentaires ne veulent pas trop de produits frais parce qu'ils en reçoivent trop, très souvent. Donc, ils ont du mal eux-mêmes à gérer leur inventaire ou un surplus de produits frais. Donc, pensez à ce moment-là, c'est plutôt, si vous achetez des emballages, c'est plutôt les produits emballés. Donc, c'est très rare, enfin, ça nous arrive d'ailleurs jamais, de faire don de nos produits, puisqu'on les achète sans emballage. Et il y a aussi, bien sûr, une appli pour ça. Donc, si vous avez des restes, il y a une appli qui permet bien de faire don de ces restes à la communauté. Alors, et les déchets ultimes, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on les composte? Non, attendez, il y a d'abord d'autres choses qu'on peut faire avant de composter. Donc, par exemple, les os et les arêtes, on les congèle. Ensuite, une fois qu'on les a, on les congèle dans des bocaux en verre. On en a un pour les os, un autre pour les arêtes. On les utilise pour faire des consommés, des bouillons. Et une fois qu'on les a utilisés, là, on peut les mettre au compost. Si vous avez des épluchures, par exemple, de... comment on appelle ça? Non, c'est pas des poireaux, c'est les oignons, là. Les oignons, quoi? Les oignons de printemps. C'est joli, hein? Donc les oignons de printemps, il y a aussi des salades. Enfin, si vous avez tout simplement le bout, vous pouvez tout simplement le mettre dans l'eau et ils vont repousser. Si vous avez des pots de bananes, vous pouvez faire un gâteau de bananes. Si vous avez des miettes de céréales, vous savez, le fond, si vous achetez des emballages, c'est le fond de votre boîte de céréales. Dans notre cas, c'est le fond du bocal. Mais lorsque donc on a ces miettes, j'en fais des cookies. Croyez-moi, qu'elles partent les miettes à ce moment-là. Il suffit toujours de rajouter un peu de beurre et un peu de farine. Avec les trognons de pommes, on peut en faire un cidre, non pas un cidre, c'est un vinaigre maison. Et pour la salade ramollie, vous savez, la salade qui est complètement défraîchie, on se dit, oh là, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Allez hop, on met au compost. Non, mettez pas au compost, vous pouvez la couper, mettez-la dans un bac d'eau gelée, en fait, mettez-y des glaçons et hop, elle revient en vie. Si vous avez des feuilles d'artichaut, ou alors vous pouvez faire ça aussi avec les écosses de petits pois, eh bien tout simplement, vous pouvez les faire cuire avec de l'eau et ensuite vous les malaxez, vous les pressez et puis vous retrouvez donc avec un velouté. Et les emballages de beurre aussi, avant de les composter, vous avez accès au beurre en vrac chez vous, mais pas chez nous, c'est pas le cas. Donc on achète notre beurre dans un emballage de papier sulfurisé et donc là on va l'utiliser pour graisser un plat avant de le mettre au compost. Ça, c'est la représentation, c'est en fait notre collection d'emballages de beurre de 4 ans. Si on m'avait demandé combien de beurre tu crois que tu consommes en 4 ans, j'aurais dit, je ne sais pas, une cinquantaine. Alors, on en a fait la collecte pendant 4 ans et on s'est rendu compte que c'était 250 emballages de beurre.
Je reste française aux États-Unis dans ma cuisine, mais bon, j'utilise l'huile d'olive aussi. Je n'aurais jamais pensé que je consommais autant de beurre. Avec les peaux d'orange, bien sûr, on peut en faire des peaux d'orange confites. Des peaux de citron, ben, chez nous, on en fait de la laque à cheveux. Je décris ça dans le livre. Il suffit tout simplement de mettre des peaux de citron dans de l'eau, de le faire revenir et ensuite vous le filtrez et vous pouvez, donc ça fonctionne comme laque. Par contre, on ajoute un tout petit peu de vodka pour que ça se conserve plus longtemps. C'est pas pour le boire. S'il nous reste aussi donc, des peaux de citron, on peut aussi nettoyer tout simplement la planche à bois. Non, la planche à couper. C'est ma première conférence en français depuis 4 mois, alors je suis un peu rouillée. Si vous reste de la cire à fromage, ben, vous pouvez en faire des bougies. Il suffit de la fondre et puis vous y mettez une mèche. Nous, on l'ajoute en fait à des restes de bougies pour en faire une bougie. Les restes d'assiettes, eh bien ça, c'est Zizou qui s'en préoccupe. Donc, toute assiette, avant de passer au lave-vaisselle, elle passe d'abord par Zizou. Et croyez-moi qu'il n'y a pas grand-chose sur les assiettes. D'ailleurs, il se retient de manger parce qu'il attend ça. Et bien sûr, rien ne se perd. Aux États-Unis, en tout cas, on a, vous savez, les broyeurs dans les éviers. Donc, au lieu de broyer ça, de faire partir les déchets par les eaux, il suffit tout simplement d'avoir un filtre. Et là, on peut ramasser en fait le petit reste qui se collecte pour le mettre au compost. Ouais, donc ça, j'ai voulu l'inclure. Je ne recommande pas les peaux de saucisse comme préservatif. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas étanche. On a réfléchi à tout, oui. Enfin, la dernière chose qu'on peut faire, c'est donc de composter. Chez nous, donc, comme je l'ai dit, on composte donc à l'emballage de beurre, mais on composte donc que les épluchures de fruits et légumes qui ont besoin d'être épluchés. On a un ramassage de compost municipal, donc qui va même digérer les eaux et les arêtes. Mais on a notre bac, en fait, c'était notre ancienne poubelle. Avant, on avait donc le recyclage et la poubelle. Et on avait un de tous ces petits contenants sur la paillasse, vous savez. Je ne comprends pas pourquoi on nous vend ces tout petits machins, parce que je crois que ça se remplit beaucoup trop vite. Et il y en a qui disent « Oh, je n'ai pas le temps de le vider. Allez hop, je jette mes pelures dans la poubelle ». Si votre contenant à compost est grand, ça va vous inciter, au lieu de les mettre à la poubelle, de plutôt les mettre dans votre réceptacle à compost. Donc ça, c'était c'était notre ancienne poubelle, donc c'est devenu un réceptacle à compost, donc c'est haut comme ça, et on ne le vide qu'une fois par semaine. Ça ne sent pas, je vous promets. Donc non seulement c'est facile d'accès, mais aussi le contenant, donc il est assez grand pour pouvoir y recevoir les déchets de la semaine. Ça, c'est les étiquettes de fruits et légumes. Voilà, donc j'ai dit qu'on avait un ramassage municipal, mais il y a aussi d'autres types de composteurs. Si vous avez un jardin, eh bien vous avez ces types-là, mais il existe bien sûr un type de composteur pour toute situation, tout type d'habitation. Il existe, par exemple, si vous êtes un appartement, ça ici c'est un lombricomposteur qui est absolument magnifique. Et donc, il y en a qui le mettent dans leur cuisine, mais aussi, tout aussi bien dans le salon, parce que c'est joli et que ça ne sent pas. Il y a aussi donc, des composteurs qui sont électriques. Ils sont très, très rapides. Et vous pouvez... par contre, ils demandent de l'électricité. Ils se branchent. Vous pouvez le mettre sous l'évier. Lorsque l'on voyage, bien sûr, on va chercher des réceptacles. Je trouve que c'est vraiment dommage en Suisse, lorsque je voyage, il n'y a pas de réceptacle à compost, donc c'est parce que ça n'est pas ramassé par la ville. Dans la ville de San Francisco, ça l'est, mais c'est pas comme s'ils avaient ces réceptacles partout. Par contre, lorsque l'on ne trouve pas de réceptacle, ah bah tiens, oui, j'ai montré aussi celui-là. Ça, c'est la ville de Ljubljana, qui, eux, ont ce système-là, donc qui est sous la rue ou le trottoir. À Barcelone, ils en ont un carrément dans les murs. Je trouve ça super. C'est facile d'accès.
Mais par contre, donc, si on n'a pas si on ne trouve pas de réceptacle à compost lorsqu'on voyage, là, on va l'enterrer. Donc, on va enterrer notre déchet organique. Donc, par exemple, j'étais à l'aéroport d'Amsterdam il y a 3 jours. J'avais mangé une banane. Il n'y a pas de réceptacle à compost. Donc là, j'ai trouvé une plante pour l'enterrer. C'est pas facile de trouver des plantes vivantes dans les aéroports, vous savez. J'ai même envie de monter une appli qui permet de trouver les plantes vivantes dans les aéroports. Je sais même plus ce que j'ai mis dans mes astuces. Voyons. Bon, bien sûr, lisez mon livre Zéro déchet. Je donne tout un tas d'astuces, donc je vais en détail de comment réduire ses déchets en général à la maison. Bien sûr, suivez les 5 règles dans l'ordre. Et pour le gaspillage alimentaire, pensez la prévention avant tout, la réinvention et le compostage en dernier. Et pensez-y aussi surtout lorsque vous voyagez. Donc pensez lorsque vous allez dans un restaurant à appliquer ces 5 règles. Donc pensez à ne pas trop commander, à commander des portions qui sont assez petites. Et si vous en reste, eh bien, emportez-les. Donc dans ce cas-là, on avait commandé un hamburger. C'était arrivé avec un tas de frites haut comme ça. Ma mère, elle aurait servi ça à une dizaine de personnes. Et donc là, on l'a mis dans un sac en tissu avec lequel on voyageait. Vous pouvez profiter de mon localisateur de vrac que j'ai mis sur le blog. Vous en avez un aussi, non? Donc sur The OS Switzerland, sur leur site, ils en ont aussi un. Donc ça, c'est un localisateur. Ces localisateurs de vrac vous permettent de trouver les emplacements de vrac à travers le monde. Ça va vous y êtes dessus? J'espère que vous y êtes. Donc beaucoup locaux, ils sont aussi énumérés. Si vous n'êtes pas content de ce que vous achetez ou des emballages que vous achetez ou des quantités que vous êtes forcé à acheter dans vos magasins, mais faites-vous entendre. Si vous ne dites rien, rien ne changera. Il vous revient de proposer des alternatives. Et enfin, je vous inciterai donc à joindre la communauté Zéro Déchet et pourquoi pas faire du dumpster diving. Qui sait ce que vous pourrez y trouver? Lorsque j'ai fait du dumpster diving, donc qui est je ne sais pas comment on dit en français, lorsque j'ai fait les bennes en dehors de San Francisco, je crois que j'ai fait 3 bennes ce soir-là avec quelqu'un, et parce que j'aurais jamais pu faire ça toute seule, la honte. Surtout pas dans ma ville en plus, donc je suis allée dans une autre, mais je voulais quand même avoir l'expérience parce que ça vous donne vraiment une image sur bien tout ce qui est gaspillé donc par les supermarchés. Et je suis rentrée à la maison avec, mais regardez-moi ces baguettes complètement intactes, les fruits et légumes complètement intacts aussi. Merci. Merci beaucoup Béa. Béa Johnson dédicace son livre à la sortie pendant l'apéritif. Vous aurez donc l'occasion de lui parler en direct. On va ouvrir l'espace de questions-réponses, une 20aine de minutes. Si vous avez des questions ou à Philippe sur son expérience, n'hésitez pas, le micro est à vous. Bonjour. Alors moi j'ai la question, combien de temps ça vous a pris pour arriver à votre bocal ? Vous ne l'avez pas fait du jour au lendemain, je présume. Pardon ? Vous ne l'avez pas fait du jour au lendemain ? Non, et justement, je l'explique dans le livre aussi, je ne m'attends pas à ce que qui que ce soit puisse le faire du jour au lendemain. Ça nous a pris à peu près... D'abord, on a adopté un mode de vie simple. On n'avait aucun objectif de 0 déchet. Donc c'est pendant 2 ans qu'on s'est désencombré. Et ensuite, on a décidé de faire attention à notre empreinte écologique ou d'adopter des alternatives écologiques à la maison. Et un jour, je suis tombée sur le terme 0 déchet. Et c'est à partir de là, en fait, qu'on y est allé à fond. Le terme 0 déchet, à ce moment-là, n'était utilisé que pour décrire des pratiques de fabrication dans l'industrie ou de gestion des déchets à l'échelle municipale. Ce n'était pas un terme qui était utilisé pour décrire des pratiques de ménagères. Mais une fois que j'ai vu ce terme, disons, ça m'a donné un objectif. Et là, j'ai poussé les choses au maximum. Mais il n'y avait pas de guide comment vivre un mode de vie 0 déchet. Donc, il a fallu que je teste tout un tas de choses.
Et donc j'ai vu le terme en 2008 et je dirais, ça m'a pris 2 ans pour tester les extrêmes, tester tout un tas de choses. Et ensuite, on a trouvé notre équilibre en 2010. Et je dirais que donc aujourd'hui, le système qu'on a adopté en 2010 est le même aujourd'hui. Donc ça nous a pris, je dirais, 2 ans pour vraiment mettre en place le zéro déchet. Mais c'est la raison pour laquelle j'ai écrit le guide, c'est pour que vous puissiez l'adopter beaucoup plus rapidement que ce que ça nous a pris, puisqu'on vous livre toutes les astuces. Question suivante. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez dans votre bocal comme déchets? Donc comme vous pouvez voir, il n'y a aucun déchet organique, épluchure ou quoi que ce soit. Donc c'est tout simplement ce qu'on n'a pas pu appliquer aux 5 règles que j'ai mentionnées tout à l'heure. Donc c'est par exemple ça c'est une carte de vœux imprimée sur papier photo. Le papier photo n'est pas recyclable. Il y a aussi donc des déchets de réparation électrique. Il y a aussi les joints de silicone de l'évier que je change une fois par an. Vous savez, il y a des moisissures qui s'incrustent. Et la dernière fois que j'ai fait les joints, j'en ai foutu partout. Donc là, j'ai essuyé mon doigt avec un morceau de papier toilette, étant donné qu'il est contaminé, donc il se retrouve dans le bocal. Il y a aussi chaque année, plutôt tous les 2 ans, je refais un mural. Donc j'achète des restes de peinture d'un magasin de peinture, je fais des mélanges et ensuite le mélange qui a séché sur l'assiette, je le fais tremper, ça se soulève, je le collecte, je le mets dans le déchet, donc c'est le machin orange là. Il y a l'antenne on a donc des panneaux solaires sur le toit et il y a l'antenne du je sais pas comment on dit, du convertisseur qui s'est cassé, donc c'est là-dedans. Il y a un ballon à hélium, il est tombé sur notre terrain. Merde, c'est pas juste. On utilise des brosses à dents en bois qui sont compostables pour se brosser les dents, mais il ne faut pas croire ce que les fabricants nous disent, les poils ne sont pas compostables. Donc on les enlève à la pince et donc ils se retrouvent là, c'est un peu dégueulasse. Ensuite, on a aussi des morceaux de réparation de vélo. D'ailleurs, il y a un morceau de câble aussi de vélo là-dedans, quelque part. Il y a aussi les étiquettes de fruits et légumes. On n'utilise pas, ça fait, je crois, depuis 2009 qu'on n'achète pas de pansements parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, on n'en a pas besoin. Mais il y a mon fils, il a fait une course à vélo, il s'est cassé la figure et avant qu'il puisse dire non, merci, j'en ai pas besoin, hop, on lui a mis sur le menton, il était un peu sous le choc. Bien sûr, dès qu'on a vu ça, on l'a enlevé, il vaut mieux le laisser sécher à l'air qu'il foutre un pansement dessus. Donc le pansement, il est là-dedans. Voilà, enfin, je crois que ça vous donne une idée, quoi. Je vais parler pendant des heures là-dessus. Bonjour, merci beaucoup pour vos présentations, 2. J'avais une question, que ce soit pour l'environnement, économique et même pour la santé, si on revient à ce que M. Ligron a dit sur manger mieux, ça sera plus économique. Je sais où vous allez. Voilà. Est-ce que être végane ne serait pas aussi une solution? Parce que les 2, vous avez beaucoup parlé de viande, de beurre, et ça a été prouvé que c'est pas sain pour la santé, les aliments qui viennent d'animaux, et même économiquement. Tiens, c'est marrant, vous savez pas non plus. Moi aussi, je sais pas si on dit produits animaux. C'était quoi? Tu me l'as dit tout à l'heure. Ok, d'origine animale, ouais. Parce que c'est pareil, je dis produits animaux, animal, c'est quoi? Merci de poser cette question, parce que c'est le genre de question que j'attends en Suisse. Si on ne me la posait pas, je serais un petit peu déçue. Il y a certaines parties du monde où c'est une question qui est tout à fait attendue. C'est en Allemagne, en Suisse, le nord de la France, l'ouest de la France, enfin non pas l'ouest, la Bretagne, mais alors jamais dans le sud. Quand je dis dans le sud qu'on a réduit notre consommation de viande pour des raisons environnementales, ils disent mais t'es folle, pourquoi? Je comprends pas. Donc bien sûr, on utilise les 5 règles pour tout aspect de notre mode de vie zéro déchet, le gaspillage alimentaire, mais aussi notre consommation de viande. Donc il est arrivé à un moment où on s'est posé des questions, est-ce qu'on peut refuser la consommation de viande ou de produits animaux?
d'origine animale. Je suis désolée, mon français il est en fait un peu rouillé. Et donc, pendant un certain temps, on a été vegan, on a testé. Donc on s'est dit, voyons si on peut refuser ces produits-là. Seulement, mon mari a perdu énormément de poids. Il est arrivé à un point où il avait l'air malade. Il y a des amis qui sont venus me demander derrière son dos s'il n'avait pas le cancer. Et c'est vrai que Scott fait énormément de vélo. Ce week-end, il a fait 180 km, dimanche, il a fait 180 km. Il fait à peu près 2 heures de vélo par jour. Il est à fond là-dedans, c'est son truc. Et peut-être que je ne savais pas, en fait, avoir cet équilibre vegan à la maison. Mais on s'est rendu compte à ce moment-là que pour lui, en tout cas, ce n'était pas feasible, qu'il fallait mieux ramener au moins les œufs, le fromage et un petit peu de viande. Léo, lui, donc mon fils plus jeune, lorsqu'il était petit, il était naturellement, pas vegan, mais végétarien. Il n'aimait pas la viande, il était vraiment végétarien. Mais lorsqu'il a eu 13 ans, donc lorsqu'il est devenu ado, c'est lui qui m'a demandé un steak. Est-ce que j'allais renier mon fils d'un besoin? Non, il n'en était pas question. Alors je lui ai bien sûr donné un steak. Moi, personnellement, j'ai des cycles irréguliers, puisque vous devez tout savoir. Par contre, je sais exactement quand est-ce que je vais avoir mes règles, parce que je me retrouve avec la tête dans le frigo, à me dire, oh là là, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai besoin d'un truc, qu'est-ce que je cherche? Je dis, ah, c'est le moment. Personnellement, je ne suis pas convaincue que le régime vegan est pour tout le monde. Je ne veux personnellement pas utiliser mes fils comme des comment on dit, guinea pigs, des cochons d'Inde, enfin faire les tests à des cobayes pour ensuite m'apercevoir que j'ai créé des carences. On a réduit notre consommation de viande. Donc on l'achète, enfin moi en tout cas, si c'est moi qui fais les courses, on l'achète une fois par semaine. Je peux vous dire que pendant que je suis pas là, je suis sûre qu'ils en achètent beaucoup plus. Mais voilà, on a trouvé notre équilibre. Ce qui est dommage, je trouve, avec la communauté végane, c'est qu'elle est extrêmement agressive envers nous. Je pense que c'est peut-être parce que, ils voient qu'on vit un mode de vie zéro déchet, donc je crois que les gens s'imaginent qu'on essaye d'être la famille la plus écolo au monde. On n'a jamais dit ça, on n'a jamais prétendu avoir cet objectif-là. Et ce qui est triste, c'est que donc, la communauté végane ne respecte pas mes choix, alors que je respecte les leurs. Je ne suis pas là pour dire à qui que ce soit comment vivre leur vie. Je ne suis pas là pour imposer le mode de vie zéro déchet à qui que ce soit. Je suis là pour parler de mon expérience. Si ça inspire, super. Sinon, tant pis. Mais la communauté végane a un autre point de vue là-dessus. J'ai reçu du courrier menaçant dans ma boîte aux lettres. Il y a des véganes qui ont dû se faire escorter de mes conférences. Ce n'est pas moi qui demande à la sécurité de les enlever, c'est la sécurité qui voit que ça devient un problème. Parce que quoi que je dise, la communauté ne l'accepte pas. Ils n'acceptent tout simplement pas mes choix. Et ce qui est triste aussi, c'est qu'il y a par exemple, il y avait un super article qui avait été écrit par une blogueuse végane qui expliquait qu'un jour, au bout d'un certain temps, elle est tombée malade. Elle n'avait plus d'énergie. Elle disait sa peau c'était une horreur, d'ailleurs c'était devenu transparent, elle se sentait tout simplement pas bien. Donc elle est allée chez le docteur et le docteur a dit mais je suis désolée, ce que je vais vous dire de prendre c'est des pilules de fer. Donc elle a dit bon ben d'accord, elle a pris les pilules de fer et là elle s'est dit mais c'est complètement débile, en fait ces pilules de fer elles sont remplies de sang, d'origine animale. Et donc là, elle s'est dit, mais c'est complètement débile de prendre des pilules de ça alors que je pourrais tout simplement manger un petit morceau de viande de temps en temps. Et c'est ce qu'elle a fait. Et d'un seul coup, instantanément, elle s'est sentie mieux. Mais là, elle s'est sentie, coupable par rapport à sa communauté. Donc, elle a envoyé un email à tout un tas de copines blogueuses véganes. Et elle leur a dit, voilà, moi je me sentais pas bien, j'ai commencé à manger de la viande un petit peu de temps en temps. Est-ce que vous avez le même problème? Elle dit, oui, ben nous aussi on en mange aussi de temps en temps. On ne peut pas faire sans. Mais seulement, ils ne le disent pas.
Et je trouve que ça, c'est vraiment dommage. Parce que ça, c'est fermer la conversation et c'est quelque part mentir, en fait, sur ce qui se passe. Il y a même dans la communauté Zéro Déchet, j'ai dîné avec deux différentes blogueuses indépendantes. Enfin, il y en a une qui vit la vie sans plastique, une autre, c'était la vie sans déchets. Et donc, je suis allée dîner avec toutes les deux, indépendamment, 2 jours différents. Et toutes les deux avaient dit ouvertement qu'elles ne mangeaient pas de viande. Bah, devinez quoi? Quand on est allé manger, elles ont toutes les deux commandé de la viande. Je dis, mais je croyais que tu étais végétarienne. Ah non, mais je dis ça parce qu'il y a la communauté végane qui est après moi et je m'en prends plein la figure. Je dis, mais c'est dégueulasse. Moi, en fait, je ne suis pas là pour cacher quoi que ce soit. Je suis là pour dire, voilà, on a testé, on a appliqué les 5 règles, on n'a pas pu refuser, donc on est arrivé à réduire, on a trouvé un équilibre qui fonctionne pour nous. Merci. Peut-être, je voudrais juste ajouter quelque chose par rapport à ce débat sur les véganes. Depuis qu'on parle beaucoup de gaspillage alimentaire, de déchets, etc. Et moi, dans cette idée-là, j'ai envie de vous dire que je deviens végane. C'est-à-dire que pour moi, être végane, c'est respecter l'animal. Et quand je cuisine en tant que professionnel, ma manière à moi de respecter l'animal, c'est de ne pas jeter ce qu'il a pu produire inutilement. C'est-à-dire que, en plus, c'est cher, la viande. Donc j'essaye de, par respect déjà pour l'animal, mais aussi par souci de rentabilité, de tout utiliser. Voilà, c'est pour moi une manière de respecter l'animal et je ne suis pas sûr que ça vous convienne, mais voilà, c'est ma façon de voir les choses et on évite tellement de gaspillage avec ça. Très bien, c'est exactement ce que je pense et je trouve que le problème aujourd'hui avec les produits d'origine animale, c'est pas nécessairement l'animal en lui-même, c'est la production intensive qui est vraiment un problème. Si aujourd'hui notre consommation est tout à fait différente, est complètement différente de ce qu'on achetait avant. Avant, lorsqu'on avait un mode de vie dit normal, on achetait de la nourriture en grande quantité, comme je disais tout à l'heure, des énormes filets mignons qui avaient coûté pas cher à l'unité, mais là on perdait le respect en fait de l'aliment. Donc on s'en foutait si on en jetait, on se disait oh, ça nous a pas coûté cher. Et aussi, donc, on achetait des produits qui étaient issus de l'élevage intensif. Aujourd'hui, ce qu'on achète, c'est tout autre chose. C'est de la nourriture locale, c'est de la nourriture organique, et cela soutient des pratiques qui sont tout autres que ce qu'on soutenait auparavant. Acheter, c'est voter. Oui, moi j'aurais un mot à vous demander. D'abord, merci pour vos commentaires parce que c'est très intéressant. Mais qu'est-ce que vous pensez des déchets de plastique? Car quand je vois ma poubelle, bien souvent, presque le 3/4, ce sont des plastiques. Quelle est votre politique dans ce sens-là? Alors aujourd'hui, j'ai donné une conférence sur l'anti-gaspi, mais bon, je donne aussi j'ai une autre conférence que je donne donc sur notre mode de vie zéro déchet, tout ce qu'on a fait pour donc réduire nos déchets au maximum, et cela passe donc par l'élimination des emballages plastiques, tout simplement d'abord quand on dit non, on peut arrêter tout un tas de choses, mais ensuite on amène nos propres contenants au magasin. Donc si on m'achetait du fromage, de la viande, du poisson, etc., tiens, ça me rappelle le poisson, justement, on fait partie d'un panier de pêcheurs. C'est un pêcheur local qui nous dépose le poisson de la semaine et il nous remplit, il nous donne il nous remplit un bocal, donc on a une espèce de rotation de bocal. Donc voilà, on amène nos propres contenants, donc on n'achète pas d'emballage en plastique. Le problème en fait avec les matières... Dans les océans et les mers, on retrouve un tas de plastique. Mais justement, c'est parce que si vous les achetez, c'est une façon pour vous de créer une demande pour en fabriquer plus. Donc il vous revient à vous de ne plus acheter d'emballage. Acheter, c'est voter. Si vous achetez des produits qui sont emballés, c'est une façon pour vous de dire « j'adore les emballages, je rêve d'un monde rempli d'emballages ». Lorsque vous faites vos courses dans le magasin comme Bocoloco, c'est une façon pour vous d'investir votre argent dans un futur sans emballage, un futur plus durable, un futur sans plastique pour les générations futures. Tous les sodas sont dans du plastique. Les quoi, pardon? Les sodas.
On n'achète pas de soda. Acheter, c'est voter. Personnellement, on estime que les sodas, de toute façon, c'est pas bon pour la santé. Donc, on boit l'eau du robinet, on y met des herbes aromatiques pour que ça ait bon goût. On achète du jus d'orange frais dans un contenant que l'on fait remplir. Merci beaucoup. Il nous reste encore le temps pour une question. Il y avait madame, et on passera ensuite la parole à Flavie Robert, et on passera à l'apéro. Bonjour. Merci déjà pour vos explications. J'avais une question pour la Suisse, Philippe Ligron. Est-ce qu'il y a des restaurants ou est-ce que vous faites quelque chose pour sensibiliser les restaurants et les grandes surfaces justement à cette politique, zéro déchet, réutilisation, cette claque que vous avez prise, est-ce que vous la mettez à d'autres de vos collègues? Alors, merci pour cette excellente question. Déjà, il y a des organismes qui existent. À Lausanne, il y a la CARL, qui est la coopérative alimentaire de la région lausannoise, qui récupère beaucoup d'aliments en fin de vie, entre guillemets. Il y a aussi Table Suisse. Table Suisse, c'est un peu comme la CARL. Table Suisse régate dans tout le canton de Vaud. En tout cas, je ne sais pas s'ils vont plus loin, qui récupèrent simplement des aliments qui ne sont pas en fin de vie, simplement les emballages sont mal faits. Il y a des coulures ou des choses comme ça. Donc il y a ça qui existe. Et puis Caritas travaille énormément là-dessus. Il y a aussi la Fédération romande des consommateurs avec qui on est en train de travailler avec Caritas. Je suis aussi dans le groupe de travail pour augmenter les DLC. Vous savez tous ce que sont les DLC, sont les dates limites de consommation, parce que on vit dans une sécurité alimentaire qui est devenue du grand n'importe quoi, c'est-à-dire on devient fou. On a fait des essais, alors je vous recommande pas de le faire, mais on a fait des essais, on a mis des yogourts à température ambiante. Température ambiante, c'est 21 degrés environ, pendant 3 mois, et on n'avait pas de germes pathogènes à l'intérieur du yogourt. Je vous recommande pas de le faire, mais tout ça pour dire que, c'est quand même dangereux, mais on les a pas fait goûter aux gens non plus. C'était juste un essai de laboratoire, mais pour dire qu'on a des DLC qui sont trop courts, donc on travaille là-dessus. Il y a des organismes qui travaillent là-dessus. Et puisque vous me posez la question, je vous ai dit que j'étais professeur de cuisine à l'école hôtelière de Lausanne, où on s'est d'ailleurs rencontrés. Et il y a un étudiant à l'époque qui avait fait son travail de mémoire sur un concept auquel j'ai énormément participé. Malheureusement, il n'a pas vu le jour. Et ce concept s'appelait Humanifood. Et l'idée, c'était quoi ? C'était de labelliser des restaurants Humanifood. Et chaque restaurant qui était labellisé aurait reçu, je dis bien aurait parce que pour une histoire de moyens, on n'a pas pu le mettre en œuvre, ça. Et aurait reçu des récipients en porcelaine, en émaillé, avec des couvercles hermétiques qu'on pouvait mettre sous vide. C'est-à-dire que chaque restaurateur, vous savez que dans la restauration, on n'a pas le droit de régénérer un plat plus d'une fois. C'est-à-dire que dès qu'on l'a régénéré une fois et qu'on l'a pas vendu, il faut malheureusement le jeter. Donc, en tout cas, le servir frais. Donc, l'idée, c'était de congeler. C'est-à-dire que le cuisinier sait qu'il va pas le vendre, donc il le congèle. Chaque plat aurait été racheté 1 franc au restaurateur par Humanifood, et ces plats auraient été en liaison froide négative, c'est-à-dire entre moins 18 et moins 24 degrés, auraient été réceptionnés dans des camions congélateurs et auraient été redistribués pour des personnes nécessiteuses. Malheureusement, vous savez que l'argent, c'est le nerf de la guerre, et il nous fallait à peu près, je crois, 320 000 francs pour monter le projet de A jusqu'à Z, et on n'a jamais pu le concrétiser à cause d'argent. Mais voilà, il y a des projets qui existent, il y en a qui sont dans le tube, comme on dit. Après, c'est une histoire de financement, malheureusement. Ça date de quand, le projet Humanifood? C'était il y a longtemps? Ce projet Humanifood date de 2010, puisque vous savez qu'avant d'être, mais le temps passe vite, avant d'être sur l'RTS, la première, j'étais sur Couleur 3 avec Dujas dans l'émission Chronophage, et j'avais consacré ma dernière émission à ce projet. Donc je sais que c'est en 2010. Voilà. Les choses ont peut-être changé. Malheureusement, non. Ah. Je voulais juste mentionner aussi, il y a un restaurant à Amsterdam, c'est bête, je ne me souviens plus du nom, qui récupère les invendus, en fait, ou tout ce qui est à courte date de péremption à leur grosse chaîne de supermarchés. Et donc, tout ce qu'ils font dans le restaurant, c'est basé sur ces déchets-là. Et c'est hallucinant, en fait, parce que c'est un petit peu... Non, mais c'est à vous que j'en parlais tout à l'heure, de rendre beau, en fait, tout,
ce qui n'est pas utilisé, en fait, tout ce qui est d'occasion. Et dans ce cas-là, ce restaurant faisait, j'y ai mangé, et avec une magnifique présentation, vous penseriez jamais que c'est en fait à la base des déchets. Oui, et puis une dernière chose que je voulais vous dire par rapport à ces aliments en fin de vie, je vous ai beaucoup parlé d'humain, l'humain avec un H majuscule, cette grand-mère, cette tarte à la crème, tout ça, de nos anciens. Quand vous travaillez avec des gens nécessiteux, il faut faire très très attention parce que vendre un produit en fin de vie, déjà vous vous adressez à des personnes qui sont fragiles dans leur situation, des personnes qui ont peu de considération pour elles-mêmes. Et si en plus vous leur vendez des restes, parce que c'est souvent comme ça qu'on a tendance à les appeler, vous aggravez, vous accentuez encore plus cette perception d'elle-même. Donc c'est très très délicat et j'en profite que j'ai le micro pour rendre hommage vraiment à tous ces gens qui travaillent chez Caritas, à la Carle, aux Tables Suisses, parce qu'ils font un travail incroyable en termes d'humanisation et de respect de l'individu. Il y a énormément. Alors si ça vous intéresse, venez me voir après la conférence, parce que là je crois que le temps urge, hein, c'est ça. On est un peu à la bourre, mais en tout cas moi je suis à votre entière disposition, puis je pense que aussi Béa aussi, pour continuer cette discussion à ce sujet-là, parce qu'on pourrait en parler des heures, bien évidemment. Merci beaucoup. On aura l'occasion de poursuivre ces questions autour de l'apéritif qui vous sera servi dans 5 minutes. Je passe maintenant la parole pour conclure à Flavie Robert pour l'association Zero Waste Switzerland et le Bocaux Locaux qui a reçu une pub d'enfer cet après-midi. Bonjour à tous, presque trop. Bon, on s'en contentera et on est surtout extrêmement heureuse, Maëlle et moi, d'avoir participé à cet événement. Avant de faire défiler 2-3 diapos, merci Béa, merci Philippe, vous avez été extraordinaires. Et je vais vous prendre juste 2 minutes avant qu'on ouvre l'apéritif pour vous présenter quand même l'association qui est à la base de cet événement et qui est à la base de plein d'autres événements en Suisse romande, en Suisse alémanique, en Suisse italophone. Zero Waste Switzerland, c'est parti de la motivation de 2-3 personnes qui se sont dit là, il y a vraiment quelque chose à faire en Suisse qui n'existe pas. Ça partait d'une envie d'acheter en vrac, ça partait d'une envie de réduire ses déchets à la maison. Et ces 2-3 personnes se sont mis ensemble avec déjà un concept très abouti, des valeurs, promouvoir, motiver le changement, soutenir l'implication active de chacun, sensibiliser. Et c'est parti déjà il y a, Nathalie, 2 ans maintenant ? Ouais, c'est ça. On l'a mentionné un petit peu pendant la conférence de Béa Johnson, ça se traduit concrètement, les activités de l'association, par plusieurs volets. Il y a des choses très simples comme avoir des représentants locaux, dont je fais partie. Il y a des choses un peu plus élaborées qui ont demandé beaucoup plus de travail de fond. Ça a été créé une carte et un outil internet où vous pouvez trouver ou faire vos achats en vrac. C'est aussi beaucoup d'animations locales, des conférences, des cafés zéro déchet, participation à des festivals, des événements. Beaucoup de présence. On l'a déjà mentionné plusieurs fois, mais ça, vous pouvez voir là la liste des villes dans le coin, et je pense qu'elle n'est pas exhaustive parce qu'il y a encore des éclosions partout qui ont un magasin petit ou grand où vous pouvez faire des achats en vrac. Et il y en a beaucoup qui ont été soutenus dans leurs fonds baptismaux par cette association. Donc je ne vais pas faire de la pub, mais sincèrement, c'est une très belle association. Vous voyez ce qu'elle a réussi à créer cet après-midi du jeune à Vevey. N'hésitez pas à la soutenir, à vous renseigner, à en parler autour de vous. Cela dit, ça n'aurait pas été complètement possible sans quelques moyens techniques et le soutien de la ville, que Raphaël représente aujourd'hui. Donc je vais faire les poncifs dans ce genre d'événement. Donc merci à la ville de Vevey, merci à la commune de Montreux qui nous offre un petit verre à la fin. Et merci Philippe qui représente quand même l'alimentarium, parce que je pense que la soupe, tu ne l'as pas fait dans le coffre de ta voiture juste avant de venir. Il n'y avait pas la place. Donc merci beaucoup pour la soupe, aux gens qui ont un petit peu aidé à la préparer. Merci énormément à vous. Et un dernier merci du fond du cœur aux quelques personnes qui ont pris sur leur jour férié pour venir préparer la salle, pour vérifier que les micros fonctionnaient, que la lumière fonctionnait, que la musique y était, qui vont vous servir quelque chose à boire, quelque chose à manger. Et puis, j'espère que vous profiterez de ce moment avec nous. Merci beaucoup. Un grand applaudissement encore à nos 2 conférenciers.